Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à l'histoire la plus vaste qui soit, celle de notre univers. Oui, depuis ses tout premiers instants jusqu'à nous, ici et maintenant. On a des documents qui nous tracent cette chronologie cosmique. L'idée, c'est d'en extraire les moments clés, les idées fortes. C'est une sacrée histoire. Commençons par le commencement, vraiment le tout début. Il y a près de 14 milliards d'années, l'univers, un point, minuscule. Incroyablement dense et chaud. C'est difficile même à imaginer. Et les quatre forces fondamentales, elles sont unifiées à ce moment-là, c'est ça? Exactement. La gravité, l'électromagnétisme, les forces nucléaires fortes et faibles. Tout ça ne fait qu'un. Et ensuite, le Big Bang. Mais attention, pas une explosion dans l'espace, Non, c'est l'expansion de l'espace lui-même. Une dilatation fulgurante. et on entre dans une ère un peu étrange. L'ère de Planck. Ah oui, l'ère de Planck, avant 10-43 secondes. Là, nos lois physiques habituelles, relativité générale, mécanique quantique, elles ne fonctionnent plus ensemble. Pourquoi ça? Parce que l'infiniment grand, l'univers entier, était infiniment petit. Donc les deux théories devraient s'appliquer en même temps, mais elles sont incompatibles à cette échelle. C'est le grand défi de la physique théorique. D'accord. Et après cette ère de Planck, les forces commencent à se séparer. C'est ça. Au fur et à mesure que l'univers grandit et refroidit, les conditions changent. D'abord, la gravité qui prend son indépendance. Ok, la gravité d'abord. Puis, la force nucléaire forte se sépare de ce qu'on appelle la force électrofaible. Électrofaible. Oui, et cette force électrofaible va elle-même se scinder un peu plus tard en force électromagnétique et force nucléaire faible. Et on se retrouve avec les quatre forces qu'on connaît aujourd'hui. C'est un processus de différenciation en quelque sorte. Exactement. C'est lié à la baisse d'énergie. Moins il y a d'énergie, plus les forces se distinguent. À ce moment-là, l'univers ressemble à quoi? Une sorte de soupe. Oui, on parle souvent de soupe primordiale, une soupe brûlante d'énergie, de photons et de particules élémentaires, quarks, leptons. Et leur antiparticule, j'imagine? Absolument. Et tout ça interagit frénétiquement. L'énergie se transforme en paire matière-antimatière selon E égale mc2. Ah, Einstein est déjà là, en quelque sorte. Son équation, oui. Et ces paires s'annihilent presque aussitôt en redonnant de l'énergie, des photons. C'est un ballet incessant. D'ailleurs, le mot quark, ça vient d'où, ça? Ah, petite anecdote, oui. Ça vient d'une phrase un peu loufoque dans un roman de James Joyce, Finnegan's Wake. C'est Murray Gell-Mann, le physicien, qui a choisi ce nom. C'est amusant, mais revenons à notre soupe. Il y a un point crucial que les documents soulignent. Une légère, toute petite différence entre matière et antimatière. Oui, c'est fondamental. On pense qu'il y avait quelque chose comme 1 milliard et une particule de matière pour chaque milliard de particules d'antimatière. 1 milliard et une contre 1 milliard. C'est infime. Infime, mais sans ça, tout se serait annihilé. Matière et antimatière se seraient détruites mutuellement en pure lumière, et il ne resterait rien. Pas de galaxie, pas d'étoiles, pas nous. C'est fou. Notre existence tient à cette imperfection cosmique. C'est exactement ça. Et donc, quand l'univers continue de refroidir, vers 1 millionième de seconde, l'énergie basse encore. Et que se passe-t-il alors? Les quarks n'ont plus assez d'énergie pour rester seuls. Ils sont confinés. Ils se lient par trois pour former les protons et les neutrons, Les hadrons. les briques de nos noyaux atomiques. Voilà. Et c'est là que l'annihilation massive matière-antimatière a lieu. Mais comme il y a ce petit surplus de matière, Il reste quelque chose. il reste ce léger excédent de protons et de neutrons. C'est la matière ordinaire qui constitue tout ce qu'on voit aujourd'hui. Incroyable. Et ensuite, On avance dans le temps. Après quelques minutes, vers 2-3 minutes, les protons et neutrons s'assemblent pour former les tout premiers noyaux atomiques, essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium. d'accord, mais l'univers est toujours opaque à ce stade, non? Un brouillage chaud. Oui, tout à fait. Il est rempli de plasma, ces noyaux et des électrons libres qui bougent partout, et ça diffuse la lumière constamment. Les photons n'arrêtent pas de rebondir sur les électrons. Et il faut attendre combien de temps pour que ça change? Environ 380 000 ans. L'univers a suffisamment refroidi, autour de 3000 degrés Kelvin. Ce qui est encore très chaud pour nous, mais froid pour l'univers jeune. Voilà. Et à cette température, les électrons ont enfin assez peu d'énergie pour être capturés par les noyaux. Ils forment les premiers atomes neutres. Hydrogène et hélium neutre. C'est ça. Et là, miracle, comme les électrons sont liés au noyau, ils ne gênent plus le passage des photons. La lumière peut enfin voyager librement. L'univers devient transparent?
Exactement. Et cette première lumière qui s'échappe, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le fond diffus cosmologique. La plus vieille lumière de l'univers. Une photo du bébé univers. Une sorte d'écho lumineux du Big Bang, oui. Après ça, l'histoire s'accélère sur des milliards d'années. La gravité prend le relais. C'est elle qui va structurer tout ça? Oui, elle va lentement rassembler la matière. Les petites fluctuations de densité initiale vont s'amplifier. Ça forme des filaments, des amas, puis les premières galaxies, les premières étoiles. Et c'est dans ces étoiles que de nouveaux éléments vont être créés. Au cœur des étoiles massives, oui, la fusion nucléaire ne s'arrête pas à l'hélium. Elle fabrique du carbone, de l'oxygène, du silicium, du fer. Tous les éléments plus lourds. Les ingrédients de la vie, en fait. Précisément. Mais pour que ces ingrédients soient utilisables, il faut qu'ils sortent des étoiles. Comment? Par la mort violente des étoiles massives, les supernovas. Ces explosions gigantesques dispersent tous ces éléments précieux dans l'espace interstellaire. C'est cette poussière d'étoiles enrichie qui va former les nouvelles générations d'étoiles. Et les planètes? Exactement. Notre Soleil et notre Terre, par exemple, se sont formés il y a environ 4,5 milliards d'années à partir des restes d'étoiles mortes bien avant. Nous sommes donc faits de matière recyclée? En grande partie, oui. Des atomes forgés il y a des milliards d'années. Et la Terre s'est trouvée au bon endroit, dans la zone habitable du Soleil. Permettant à l'eau d'exister sous forme liquide, cruciale pour la vie telle qu'on la connaît. Fondamentale. Et c'est sur Terre qu'apparaît la vie. D'abord des molécules complexes, puis des systèmes capables de se répliquer. Les premières bactéries. Et elles vont même transformer la planète. Oui, certaines, comme les cyanobactéries, vont se mettre à faire de la photosynthèse et à libérer de l'oxygène. Ça a mis longtemps, mais ça a complètement changé l'atmosphère. Ce qui a permis l'évolution de la vie qui respire de l'oxygène, comme nous, et la formation de la couche d'ozone aussi. Oui, l'ozone nous protège des rayons UV nocifs du Soleil. Sans ça, la vie complexe sur Terre serait difficile. L'évolution a ensuite fait son chemin, avec des étapes clés, des extinctions. Comme celle des dinosaures il y a 66 millions d'années. Un astéroïde? Oui, cet impact a été une catastrophe pour beaucoup d'espèces, mais il a aussi ouvert la voie aux mammifères, qui étaient alors de petites créatures, Et c'est de cette lignée qu'émergera, bien plus tard, Homo sapiens. capables aujourd'hui de se poser des questions sur tout ça. Ce qui nous amène à la question inévitable. Et avant le Big Bang, qu'y avait-il avant le commencement? Ah, la question à 1 million de dollars, ou plutôt à 14 milliards d'années. Les sources sont claires. La science actuelle ne sait pas répondre. Nos modèles physiques s'arrêtent au mur de Planck. On entend parler de multivers, d'univers cycliques. Ce sont des hypothèses, des idées spéculatives qui tentent d'aller au-delà. Mais pour l'instant, ça reste de la spéculation. C'est la frontière de notre connaissance. Ce qui est normal en science, cette part d'inconnu. Bien sûr, ce dont on est raisonnablement certain, c'est que notre univers observable a eu un commencement, qu'il est en expansion, qu'il évolue, et que nous sommes intimement liés à cette histoire. Chaque atome de notre corps. Vient soit du Big Bang pour l'hydrogène et l'hélium, soit du cœur des étoiles pour les éléments plus lourds. C'est une belle façon de voir les choses. Nous sommes de la poussière d'étoiles, mais une poussière qui pense. L'univers qui prend conscience de lui-même à travers nous, c'est assez vertigineux. Absolument. Et peut-être une dernière pensée, pour réfléchir, si les éléments lourds, le carbone, l'oxygène, nécessaires à une vie comme la nôtre, n'ont été créés et dispersés qu'après des milliards d'années et plusieurs cycles d'étoiles. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire sur la probabilité de trouver une vie complexe ailleurs dans l'univers? Est-ce que ça rend la chose plus rare ou est-ce juste une étape nécessaire partout? C'est une excellente question pour conclure notre exploration. Voilà, une question à laisser mûrir.